Good. Bonsoir tout le monde. On se retrouve pour la paracha Tazria avec Dr Michael Gross. Et tu veux nous parler des deux oiseaux. Raconte-nous tout. Merhaba. Oui, deux oiseaux, pas dans la parashat Tazria, mais la suivante, Metzora, qui va avec. Et on va pas l'appeler Metzora, on va l'appeler Tahara, parce que c'est plus joli. Et où est le texte en question? Euh, Voilà. j'ai beaucoup trop de textes là. Voilà, c'est là. Cher. Très bien. Voilà, on y est, on l'agrandit. Parashot, il y en a deux, Tazria, Tahara. La première nous parle comment le lépreux devient lépreux. La seconde, elle nous parle comment celui qui était lépreux ne, ne l'est plus. Et c'est de ça que commence la parasha Tazria, c'est de ça qu'on va parler. Les années précédentes, on a beaucoup parlé du rapport qu'il y a entre le fait qu'on dit la Shonara, de la manière dont on parle et la manière dont on se relate dans les relations sociales, comment ça influence sur la peau et sur la bonne santé des gens. C'est ce rapport-là qui est très intéressant. Et on l'a vu les années précédentes. Maintenant, on va voir quelque chose qui a un rapport, évidemment, mais qui est une suite en fait, et c'est le début de paracha que j'appelle Tahara. C'est pas moi qui ai inventé ce nom, parce que on donne toujours le nom de la paracha selon le début de la paracha, et il y a marqué Zot tieh Torah hametzora b'yom tahorato. Alors, on appelle ça parachat Metzora, c'est compréhensible, mais c'est plus joli de dire Taharato. Pourquoi parler du lépreux alors qu'on peut parler de sa purification? Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Et ça, ce sont les 7 premiers versets de notre paracha. Voilà la traduction en français. On va le lire. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor. Ainsi dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. Zod tiye Torah hametzora biyom tahorato. Vehuva el Kohen. Voici quelle sera la règle imposée aux lépreux lorsqu'il redeviendra pur. Donc il n'est plus lépreux. Il a fini d'être lépreux, c'est-à-dire il n'a plus les signes qui le rend lépreux, ni de plaie, ni les signes qui sont mentionnés dans la paracha et d'avant dans la paracha Tazria. Si à l'apparence, il est guéri de sa plaie, et donc il veut maintenant rentrer dans le cadre de la société, et pour cela la Torah nous dit Vehuva et la Kohen. Il sera amené, il sera présenté plus précisément au Kohen. Et pourquoi plus précisément? Parce que le verset suivant nous dit Veyatsa Kohen el michutz lamachane. C'est-à-dire que le Metzora, celui qui était lépreux et qui était mis en dehors du camp, il ne peut pas encore maintenant rentrer dans le camp. Il y a une cérémonie qui demande pour lui pouvoir l'introniser de nouveau et le faire introduire à nouveau dans le camp. Et pour cela, il faut que le Kohen sorte du camp pour aller à sa rencontre et lui permettre de rentrer. Donc, il ne rentre pas dans le camp de sa propre initiative. Il est présenté au Kohen qui va à sa rencontre. Veyatsa à Kohen el michutz la machane. Et la halakha est précise que ça doit être un Kohen qui se trouve dans le camp. Si le Kohen est lépreux et il se trouve à côté de lui, ça ne marche pas. Il faut que quelqu'un de l'intérieur sorte pour aller le recevoir et le préparer à son retour dans le cadre de la société. Vera Cohen, et le Cohen vérifie la situation. Veine nirpa nega tsarat minatsarua. Et voilà qu'effectivement, la plaie de la lèpre, disons, a été guéri, et le tsaroua, celui qui est appelé comme ça, tsaroua, celui qui a été frappé de la lèpre, le lépreux, il ne l'est plus. Alors maintenant commence toute une cérémonie. Vetziva ha-Kohen, et le Kohen ordonne,
ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות. Et sur l'ordre du pontife, on apportera qui, c'est pas clair. Est-ce que c'est le Cohen qui amène? Est-ce que c'est celui qui est le lépreux qui doit s'occuper de cela? En tous les cas, on amène. C'est toujours bien d'être un peu flou. Et en tous les cas, qu'est-ce qu'on amène? Shte tziporim chayot tehorot. Deux oiseaux vivants et purs. Qui donc vivants, ils sont bien portants, et d'où on les amène, ces tziporim, ces oiseaux, on les amène de là où les oiseaux vivent, c'est-à-dire le Cohen n'amène pas ça de l'intérieur du camp, il faut les chercher, et là où et c'est pas facile, il faut attraper deux oiseaux, et de quels oiseaux qu'il s'agit? Il s'agit dans les textes, il est mentionné deux sortes d'oiseaux que l'on mentionne encore aujourd'hui. Un, c'est le dror, Tzipor dror, qui est traduit en français, d'après ce que j'ai vu, des moineaux, qui est appelé en ivrite dror. Dror, en fait, c'est la liberté. Ukratem dror, le chol yoshvea, lorsque l'année du jubilé, on libère les esclaves, on appelle ça dror. Dror, c'est la liberté, et cet oiseau-là, c'est un oiseau libre, c'est pas un oiseau qui est domestiqué, c'est un oiseau qui garde sa liberté, mais sa spécificité, c'est qu'il peut vivre dans les champs, et il peut vivre également dans les proximités des maisons et des hommes et habiter. Et c'est pour cela qu'on a des moineaux très souvent, très répandus dans le monde entier. Et c'est une des deux sortes qui sont mentionnées. L'autre sorte qui est mentionnée dans les textes, c'est l'hirondelle, qu'on appelle en ivrite snunit. Et il y a beaucoup de sortes d'hirondelles. En tous les cas, ces deux oiseaux, c'est des petits oiseaux, c'est pas des grands oiseaux. Le Ramban nous dit, chaque fois qu'on dit tziporim, c'est des petits oiseaux. Pour dire un grand oiseau, on dit off. Off, la volaille. C'est plus grand. Tziporim, c'est petit, donc c'est des petits oiseaux. Chayot, elle doit être vivante, évidemment. Et tehorot, elle doit être pure. Et ça veut dire quoi, pur? Des oiseaux ne sont pas impurs. C'est un peu dans le sens qu'il est mentionné à propos de l'arche de Noé, qui devait prendre des behemoth tohorot et behemoth lo tohorot. Celle-là, il venait par couple, et celle-là, il venait par centaines. Et donc, et là-bas et ici également, on nous explique, ce sont des oiseaux qu'on peut manger, qui sont comestibles, ce qui complique un peu la vie avec les hirondelles. Pas forcément on peut les manger. Les moineaux, on peut les manger. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé un moineau, mais il y en a qui ont la tradition de manger des moineaux. D'ailleurs, dans les textes, il y a marqué qu'il y a minag ashkenaz, que ceux qui ne mangent pas des moineaux pendant toute l'année, ils prennent quand même un moineau une fois par an pour garder la tradition, pour que l'on sache, ça c'est un oiseau cachère. Parce que les oiseaux, on n'a pas véritablement des signes qui sont pour qu'ils sont consommables ou pas. Alors, il faut garder la tradition. Et sans doute, en tout cas, jusqu'au début du XXe siècle, il y avait un minag en Ashkenaz de manger au moins une fois par an un moineau pour garder la tradition. C'est pas un oiseau qui est vraiment qu'on mange beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chair dans cet oiseau. En tous les cas, on prenait donc deux tziporim, ces deux oiseaux, et on prenait également etz erez, un bâton de cèdre. D'après la Mishnah, il doit mesurer une ama, une coudée au moins, et en haut il doit y avoir au moins une feuille. Donc c'est pas un bâton mort, c'est un bâton vivant que l'on prend. En plus, on prend ushni tolaat. Shni tolaat, des fois il y a marqué tolaat shani, des fois il y a marqué shni tolaat. Dans tous les cas, ça revient à la même chose. C'est en fait
on appelle ça lachon, une langue de laine, laine de mouton, que l'on teint en rouge vif par l'intermédiaire, en utilisant le sang d'une puce, une puce qui grandit dans les palmiers. Alors on prend ce processus sans doute qui était connu à l'époque, et donc on prend de la laine et on la peint, on la teint en rouge de cette manière-là. C'est ce qu'on appelle shni tolat. Elle devient shani, elle devient rouge grâce à cette tolade, à ce vermisseau ou cette puce. Ve'ezov, c'est ce qu'on appelle le ésope, je crois en français. C'est une plante assez répandue. Donc tout ça, le Cohen doit organiser et pour permettre aux tsaroua, aux lépreux, de rentrer, de revenir. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces éléments? Voilà ce que l'on fait, verset 5. Vetziva ha-Kohen, et le Kohen donc s'organise, veshachat et tatzipora echad. Un des oiseaux qu'il a attrapé, il doit maintenant faire la shrita, mais pas n'importe où et n'importe comment. Il le fait au-dessus d'un kli cheres, d'un réservoir, d'un ustensile en argile, pleine d'eau vivante. Al-maïm chayim. Qu'est-ce que c'est maïm chayim, les eaux vivantes? L'eau vive, l'eau qui coule, qui sort de la source, et on remplit donc cet ustensile d'argile. Au-dessus, on fait la shrita de l'oiseau, et donc le sang tombe et se mélange avec l'eau. Et ça nous rappelle un peu la vache rousse. Il y a un processus très semblable. Et également, on mélange la cendre de la vache rousse avec Maïm Chaim, justement, avec de l'eau de source. Ça ressemble aussi peut-être un peu, quand on parle de deux tziporim, et la halakha nous dit qu'en principe, ça doit être deux oiseaux du même ordre, du même genre, qui se ressemblent le plus possible, ce qui nous rappelle un peu les deux béliers de Yom Kippour. Et donc, on commence à rentrer dans l'ambiance qui est un peu spéciale. Tout de suite, on va voir le verset suivant. Et donc, on a déjà égorgé un de ces deux oiseaux, et Tatsipora Chaya Yikachota. Il prend donc, il a tué il a égorgé un, un oiseau, et il prend maintenant celle qui est restée en vie, il la prend avec le bâton de cèdre et avec le tsemer, avec la laine teinte en rouge, et avec les ezov, et tout ça il prend dans sa main, vetavalotam, et il les trempe, où ça? Dans l'eau. Oui, il prend ce qui est vivant, le cèdre, et l'oiseau, et le ezov, et tout ça, il met il mélange, il tavale, il fait une trompette dans dans l'eau, bedam atzipor ashruta al maim achayim. Et qu'est-ce qu'il fait avec tout ce qu'il a maintenant en main? On nous précise que d'un côté, il a l'oiseau, de l'autre côté, il a les autres éléments qui sont attachés avec donc justement le chénitolat. Grâce à la laine, il peut en faire un bouquet si vous voulez, et tout ça, il fait trompette et il asperge. Verset 7, il asperge sur l'ancien lépreux, celui qui veut se purifier de la lèpre, 7 fois. D'après la Mishnah, il fait ça sur les mains, sur le dos de la main du lépreux. Vetiharo, à partir de ce moment-là, il est plus lépreux d'une manière officielle. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de renvoyer c'est de renvoyer l'oiseau qu'on vient de tremper dans l'eau mélangée au sang de l'autre. On le renvoie alpene asadeh, comme il traduit ici, on l'envoie dans la campagne. Voilà la cérémonie qui fait partie des cérémonies
qui ne se font pas au Beth Amikdash. C'est à l'extérieur, puisque le Kohen est sorti du camp. Il est loin du Beth Amikdash. Il est vraiment à l'extérieur. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup au Sa'ir Lazazel, euh, au, comment on appelle ça en français, le bélier expiatoire, ou d'autres, ou comme on fait d'autres pour la sota, il y a aussi des cérémonies, pour la vache rousse d'ailleurs, qu'on fait également à l'extérieur, qu'on ne comprend pas véritablement le sens. Qu'est-ce que c'est que tous ces éléments et qu'est-ce que signifie toute cette cérémonie-là avec toute cette trempée, etc. À quoi ça rime, à quoi ça mène, à quoi ça sert, comment ça fonctionne tout cela. On ne sait pas exactement. Il y a des halachot qui ont été conservés et qui nous sont marqués dans la Mishnah, qu'une partie je vous ai transmis, mais de quoi il s'agit? Ce qu'on sait, c'est qu'à partir de ce moment-là, le Metzora peut revenir dans le clan Israël, mais il n'a pas fini son processus de retour. C'est seulement la première partie. C'est pour qu'il puisse quitter l'en dehors du camp, là où il a été rejeté, et revenir dans le camp, dans la société. Mais maintenant, il a encore d'autres obligations. Il doit amener un korban. Il doit se présenter au Beth Amikdash. Il doit être purifié pour pouvoir rentrer, pas seulement dans le machané, dans le camp, mais pour pouvoir rentrer également au service divin dans le Beth Amikdash. Et là, il y a un autre stade, ça c'est les versets qui vont suivre. Il doit amener des corbanotes, ça dépend s'il est riche ou s'il est pauvre, ce qu'il amène. Et il y a là-bas aussi une cérémonie, il y a aussi une aspersion de sang que l'on fait sur l'oreille et sur le pouce. Et ça, peut-être, on le verra l'année prochaine. Mais pour l'instant, il faut se poser des questions à propos de cette cérémonie-là, qui est vraiment spéciale et comment, et qu'elle signifie. Étant donné que on ne sait pas exactement, c'est pas le vécu. Ceux qui l'ont vécu, des fois, on se trouve dans des cérémonies. Moi, j'aime pas tellement les cérémonies, j'avoue. Déjà, quand j'étais jeune, je comprenais pas pourquoi et maintenant on se met au garde à vous et maintenant pas, et pourquoi on sonne la trompette, et pourquoi on doit amener une flamme pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Qu'est-ce que ça représente en fait? Mais ceux qui vivent l'événement, ils le ressentent et peut-être le comprennent mieux et ils se rapportent aux choses. Mais étant donné qu'on a perdu cette fonction-là, et la Torah ne nous dit pas la raison d'être, alors les Chachamim ont proposé des explications qui sont d'habitude symboliques. C'est-à-dire, que représentent symboliquement les oiseaux? Que représente symboliquement le cèdre ou le ézov ou la laine qui a tourné en rouge? Qu'est-ce que ça représente tout cela? On cherche une raison d'être symbolique. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposez ce que vous voulez. Si vous avez des idées, quelle association ça vous mène à la tête? Évidemment, ça doit être cohérent. Vous ne pouvez pas dire une chose pour les oiseaux et une autre chose qui n'a rien à voir pour les hommes. Ça doit être quelque chose qui forme un entier. Et les chachamim se sont investis là-dedans. Et voilà ce que nous dit Rashi. Rashi qui suit les chachamim de la Gemara et du Midrash. Shte tziporim, לפי שהנגעים באים על לשון הרע. Ça, on le sait déjà, la lèpre, motsora, motzi shem ra. D'ailleurs, d'habitude, on l'appelle tsaroua. Là, on l'appelle hametzora, motzi shem ra, motzi ra. Celui qui a dit des médisances, c'est pour cela qu'il a eu cette lèpre. Et c'est pour cela qu'il amène des oiseaux. pourquoi? Parce que pitputet dvarim lefichach uskekul et tarot ציפורים, ציפורים מפטפטים, תמיד בצפצוף קול. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup de tzadik et de paix dans ces mots-là. Les ציפורים מצפצפים.
Ils font cuit toute la journée, eh ben c'est pour dire la faute qu'a fait le lépreux. Et grâce au bruit des tziporim, on peut corriger le bruit Moi, qu'a j'ai une fait. petite question bête. Les oiseaux sont de mâles ou femelles? Puisqu'on parle de bavardage. On dit souvent que les femmes bavardent trop. C'est pas précisé, en tout cas, par ma Ah, ok. connaissance. Euh, Tzipor, c'est toujours Nekeva. Ah, Tzipor, en ivrite, c'est féminin. Tzipor Afa. Tzipor Metzaftzefet, comme ça on dit en ivrite. Mais c'est pas précisé le genre euh, de de ces l'oiseau. oiseaux-là. Et ce qui, oui, est précisé, c'est que c'est la même cérémonie exactement pour les hommes que pour les femmes. Ça, il n'y a pas de différence. C'est pour ça que c'est marqué Zot tiye Torah Metzora. Voilà la règle pour tout le monde. Et, et, on sait d'après le Tanakh que la Metzora a frappé les hommes comme les femmes. Myriam était une femme, Moshe était un homme, ils ont tous les deux été frappés de Tsarat. En tous les cas, les deux Tziporim, on les choisit grâce, d'après Rachid, à cause de cette caractéristique qu'ils sortent beaucoup de bruit. Etz Erez, le fiche Negaim Baim al Gasut Ruach. La plaie peut également venir par la grossièreté ou la vantardise. Quelqu'un qui se prend au-dessus de ce qu'il est véritablement, c'est qui lui a permis de parler des autres en les dénigrant et en disant de la médisance. Et donc, ces deux éléments-là représentent la faute. Et les deux suivants représentent la correction de la faute. Matakanato veitrape. Comment est-ce qu'on corrige les erreurs qui sont représentées par les oiseaux et le cèdre qui est dans notre région en tous les cas, un des arbres les plus impressionnants et les plus hauts, eh bien, on lui ramène des choses qui sont petites, qu'il reprend, qu'il lui explique, voilà, rapetisse-toi, Yashpil atzmo miga'avato, que Tolat ou que Ezov. Il doit se rapetisser comme un vermisseau et comme le Ezov, qui est une branche finalement assez petite et mesquine. Et donc, comme ça, Rachid donc nous explique la représentation des choses. Ça représente et nous explique pas pourquoi il faut tremper et pourquoi on renvoie une des oiseaux et la suite du processus de la cérémonie, il ne nous explique pas, mais il nous a expliqué au moins les éléments et qui représentent, en fait, si je conclus, une perte ou une défaite de la personne au niveau de sa moralité personnelle. C'est un bavardeur, c'est quelqu'un qui parle de trop et quelqu'un qui fait de la vantardise et qui était orgueilleux. Et donc, le problème, c'est un problème d'orgueil peut être corrigé par la modestie et c'est ce qu'on lui transmet. Tu veux revenir dans la société, tu veux revenir dans le clan Israël, eh bien, parle beaucoup moins et sois modeste. Ce qui est toujours une bonne leçon. Regardez ce que nous dit Abarbanel. Abarbanel est un commentaire d'Espagne, ensuite était au Portugal, ensuite encore une fois en Espagne, à l'époque pardon, que les Juifs d'Espagne ont été expulsés. Et la Barbanel qui a expliqué toute la Torah, dans ce contexte-là, nous dit la chose suivante. Il y a quatre éléments. Le horot pour nous en tenir, c'était une maladie, la lèpre. Et donc il faut déclarer à tous ceux qui l'entourent, c'est une maladie qui est également contagieuse et qui peut attraper les autres. Donc il faut annoncer qu'il est sorti de sa quarantaine et qu'il peut revenir dans le monde des gens bien en bonne santé. Et c'est pour cela que on nous appelle,
on nous parle de ces 4 éléments-là. 1, 2, 3, 4. Shte tziporim, le rot chayut. C'est-à-dire, celui qui est lépreux, il perd, il perd ses sens, essentiellement le sens du toucher. Il a une perte de vitalité, et les tziporim représentent la vitalité chayut. Il revient donc, il reprend tous ses sens. Etz Erez également, c'est une preuve de vitalité et de bonne santé. Ceux qui s'occupent des sciences naturelles, pourquoi est-ce que ça m'a sauté là, je ne sais pas, nous ont expliqué, donc, Shelo yit'apesh klal, yatmid zman aroch, le cèdre dure longtemps, et il a une longévité impressionnante, et donc ça montre que notre malade est revenu de ses faiblesses, Nitzol, mais il pousse les chotav, tous ces, comment on appelle ça, les chas, tous ces, pas extrêmement, tous les, je ne sais pas comment traduire en français, et tous les liquides qui sont dans le corps humain, qui étaient pistifiés, ben ils ne le sont plus. Et la preuve, ou plutôt la manière de l'annoncer, c'est justement la vitalité de Etz Erez. C'est pour ça qu'il a également besoin d'avoir une feuille sur lui, donc il représente encore une fois une bonne santé. Shnitolat, qui est rouge, et le rouge montre que le sang de celui qui était malade est revenu à sa force et à sa bonne santé. Et Ézov également, en plus, celui qui est lépreux, il a une puanteur qui l'accompagne, mais le Ézov, il a une bonne odeur. Et donc, tous ces éléments-là viennent nous annoncer, sachez que le malade n'est plus malade. Voilà comment on nous explique à Barbanel, toute une autre optique et autrement, entièrement différente que celle de Rashi, beaucoup plus rationaliste, beaucoup plus scientifique, comme un médecin qui a besoin de proclamer, de donner un Ishur Machala. Voilà, il était malade, il ne l'est plus, il peut rentrer de nouveau dans l'ordre de la société, il n'a plus tous les symptômes qu'il avait précédemment. Et il n'y a pas de moralité là-dessus. Il n'y a pas non plus d'explication, mais le Abarbanel par la suite explique les autres éléments de la cérémonie dans le même genre d'idée qu'il faut renvoyer. Évidemment, il y a un des oiseaux a été égorgé. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'enterre. Et qu'est-ce qu'on fait de l'autre? Eh ben, on le renvoie. Pourquoi? Parce qu'il était en contact en dehors du camp avec la lèpre, alors il faut qu'il s'en va pour qu'il ne contamine plus. Et donc, Veshilach et Tatsipor Achaya Alpene Asade. Et donc, toute l'ambiance est plutôt une ambiance médicale plutôt que morale. Et un autre qu'on va voir, Cheskouni. Lui, il nous parle de la cérémonie en soi et il nous dit la chose suivante. Il devait donc immoler l'oiseau sur le bassin avec l'eau courante, avec l'eau vivante, pour nous montrer qu'une preuve de vitalité, pas qu'il est à nouveau vital, il était malade et en danger, le lépreux, et il pouvait contaminer la société, mais celui qui est en dehors du camp est considéré comme mort. Du point de vue social, il n'existe plus, il ne participe plus à la société, il n'y apporte rien, il n'y reçoit rien, et donc il est hors du camp, il est considéré comme mort. Mais maintenant, on veut qu'il revienne. Il revient dans le monde des vivants, il revient de participer. La voba machane veliyot keshar bnei adam, il revient donc, c'est
un renouveau, une renaissance, et c'est cela que les Ma'im Chaim, c'est là-dessus qu'il met l'accent, sur le fait qu'on lui asperge de l'eau vivante, preuve de son retour à la marche et à la vitalité de la société. Et ça, c'est un élément. Deuxième élément, Siman Taharahu, le'afriach mimeno atzarat, qui revient également à cette idée-là qu'il était exclu, excommunié, on dit, il était exclu du camp. Boded ketzipor, boded al-gag, comme un oiseau isolé sur un toit. Il était tout seul, il était son tsrif, comment on appelle ça en français? Ah, je ne trouve pas les mots aujourd'hui. Un tsrif, c'est, comment on dit en français? Tsrif. Sa cabane. Il était dans sa cabane tout seul. Il ne pouvait pas rentrer en contact avec les autres. Et c'est ce qui s'est passé également avec l'oiseau. On a attrapé un oiseau qui est d'habitude en liberté et on l'a enfermé pour cette cérémonie. Et à la fin de la cérémonie, on libère l'oiseau, voulant dire, voilà, monsieur, vous étiez confiné dans votre cabane. Maintenant, vous êtes libre de retrouver vos camarades. Il peut revenir chez ses amis de la même manière que le renvoi donc de l'oiseau était un signe de liberté pour l'oiseau et pour celui qui rentre à nouveau dans le camp, il se libère. L'idée de Cheskuni est moins morale, plutôt disons, c'est moins dans la morale personnelle, la vantardise ou la modestie de la personne, mais plutôt ces rapports sociaux qui sont maintenant corrigés. Et le symbole de cela, c'est justement les oiseaux qui montrent qu'il sort de sa torpeur et qu'il revient à la participation dans la cité. Et cette idée-là est reprise par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, mais qui va un peu dans une autre direction, mais quand même, il met l'accent sur la sociabilité de la personne. Ofi bilti chevrati. Regardez ce qu'il nous dit. L'oiseau, dror, tzipore hadror, qu'on appelle les moineaux, représente un caractère associable. Pourquoi il n'est pas sociable? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en veut au moineau? En mekabel marout, il ne reçoit pas de directive. Il est trop libre, d'après Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, eh ben, il ne peut pas vivre dans la société. Vous voyez que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch de Francfort, 19e siècle, et pour lui, vivre en société, ça signifie essentiellement suivre les normes de la société. C'est pas une liberté, comme nous disait le Cheskuni, mais au contraire, c'est recevoir, c'est accepter les règles, les lois, la discipline, la politesse et les manières dans lesquelles un homme vit en société. Et tous ces quatre éléments pour le Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, qu'on a mentionné tout à l'heure, représentent en fait la bestialité, le fait qu'un homme peut perdre ses valeurs sociales. Nigud gamur l'arachim achevratiyim, comme ça il dit, il a écrit en allemand, mais c'était traduit en ivrite. Et donc, pour revenir dans le cadre de la société, il doit quitter Chayat Asadeh, il doit quitter la vie, on pourrait dire rurale, rustique, et revenir et de redevenir citadin. Le Ben Adam, Shav Ir, il revient dans la ville. Être sociable, c'est vivre une ville dans la ville, dans la cité, comme on dit toujours. Et donc, il doit conquérir sa ce que j'ai mis ici en souligné, le Shabed est à Behemiyut, Mshulachat Resen. Il doit contrôler et renfermer ses instincts bestiaux et les mettre à la place Marut Haratzon Haenoshi et mettre la volonté humaine
et au-dessus de ses instincts bestiaux. Et c'est de cette manière-là que Rav Shimshon Raphaël Hirsch voit dans les éléments, et c'est ce qu'il va nous expliquer là maintenant, Etz, Erez ve Ezov. Ça représente tout le monde végétal. Agavoa vanamur shebeolam atzomeach. Tout le monde végétal est représenté par ces deux extrêmes-là, le plus grand et le plus petit. Une expression qu'on peut, plutôt une explication qu'on peut trouver source dans ce que on dit à propos de Shlomo. Shlomo Amelech, le roi Salomon, qui connaissait tout. Et pour nous dire qu'il connaissait tout, eh ben, il savait parler aux cèdres du Liban comme il savait parler à les hommes qui se trouvent dans le mur. Et donc, on est dans tout le monde végétal, et en tous les cas dans la région dans laquelle nous nous trouvons. Etz, Erev et Ezov représentent Meyatzgim et Klal Chaye Atzomeach. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le monde animal. Eh ben, le monde animal, c'est la laine, et c'est le Sheni Atolaat. Pour peindre la laine en rouge, il nous faut un vermisseau. Et donc, on a la laine qui provient de la brebis, qui est une bête grande, on peut dire, et le vermisseau, il est à nouveau tout petit, ou si on veut, la brebis, c'est de la bête évoluée, elle est domestiquée, elle fait partie, elle a un apport aux êtres humains par sa laine, entre autres, et par le lait, entre autres, et par sa viande également. Ça, c'est alors que le vermisseau, il nous donne rien du tout. Il est le plus petit et le plus bas de tous les animaux connus. Et donc, on a encore une fois les deux extrêmes dans le monde Olam Achai, dans le monde animal. Et donc, ces quatre éléments, Etz, Erez, Ezov et Shnit Olaat, représentent finalement le monde animal et le monde végétal qui est soumis à la volonté humaine, et c'est ça qui permet à celui qui a été exclu de la société de pouvoir y revenir. Il s'est comporté, disons, d'une manière bestiale, alors pour revenir, il doit sortir du monde, disons, de la nature, et devenir quelqu'un de culture, quelqu'un de cultivé qui sait se retenir et qui sait se comporter comme il faut. והיא חייבת להתגשם בחייו החברתיים של האדם המוסרי. Il doit savoir maintenant comment se comporter en homme moral. Et là, l'homme moral, il ne s'agit pas, comme nous disait Rashi, dans ses valeurs propres de l'individu, mais dans les valeurs sociales, comment on vit en société. Pour vivre en société, il y a des règles. Et les règles sont limitées, et c'est cela que représente finalement également on va dire le décès, ou plutôt l'immolation d'un des oiseaux et le renvoi de l'autre, pour nous dire finalement que oui, tu peux choisir entre les deux. Est-ce que tu vas faire participer à la vie d'une manière libre, parce que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch insiste sur cette idée de liberté qui doit être contrôlée, qui ne peut pas être entièrement délaissée à la volonté propre de l'individu, mais la liberté véritable, c'est de savoir se comporter dans la société dans laquelle on évolue. Et toutes ces idées-là, il y en a d'autres évidemment que j'ai pas ramenées ici, mais toutes ces idées-là convergent finalement vers une notion que tous les chachamim à toutes les époques ont insisté là-dessus, et en fait ils reviennent à l'idée que nous disaient les chachamim déjà dans la Gemara, en nous disant le Metzora est exclu de la société parce qu'il ne savait pas se comporter comme il faut dans la société. Il causait du balagan, comme on dit aujourd'hui, de la dispute, la compétition, la médisance,
la jalousie, et tout cela était finalement mène la personne en dehors du camp. Et pour qu'il revienne, eh ben, selon tous ces symbolismes, vous pouvez choisir, vous pouvez ajouter d'autres, mais tout ça revient finalement à la même idée centrale et que il faut savoir vivre dans la société. Pour cela, il faut s'auto-éduquer et s'organiser pour pouvoir vivre dans la société. Et le Rav Zaks, quand il parle de cette paracha-là, il ne fait pas beaucoup d'exégèse. Il préfère parler des cas historiques où les disputes dans le cadre de Bnei Israël est arrivé à des extrémités qui sont incompréhensibles. Il ramène deux exemples. Un des exemples, c'est la dispute qu'il y avait à propos du Rambam, de Maïmonide et de ses écrits, qui a divisé le monde juif d'Espagne et du sud de la France. Certains considéraient le Rambam comme un des plus grands génies qu'il pouvait y avoir dans le monde juif, et les autres disaient, mais ce qu'il écrit, c'est mécréant, c'est kfira, il faut brûler ses livres. Et la dispute était très âpre, à tel point, nous dit le Rav Zaks, et il y a des historiens qui le confirment, que ça a amené finalement en fait que les dominicains ont fait brûler le Talmud peu après à Paris, puisque vous brûlez les livres de vos rabbins, alors nous, on peut se permettre de faire la même chose. Et ce qui veut dire finalement, nous avons dans le monde juif une culture de machloket. On sait comment faire des discussions. On sait discuter et comment ramener Beth Hillel et Beth Shammai, Rabbi Ishmael, Rabbi Tarfon et Abaye et Rava, tout celui qui étudie le Talmud est éduqué à une réflexion, à une manière de discussion qui est honorable, qui est toujours sur le sujet et pas sur la personne. Et donc, on a une culture très développée qui nous permet de voir différents côtés de la même halakha. Et on sait également prendre les décisions quand il y a des disputes et des divergences d'idées. Oui, on sait faire la chose, mais très souvent, il y a des écarts qui amènent les discussions à une discussion beaucoup trop âpre, beaucoup trop forte et qui est dangereuse. Le deuxième exemple que nous ramène le Rav Zaks, c'est l'exemple du Malbim. Le Malbim, qui est un des commentaires qu'on a rappelé plusieurs fois également ici. Et le Malbim était un des plus grands sages et calés du 19e siècle en Europe de l'Est. Vraiment un Talmid Chacham de Halacha et de Machshava d'explication de texte de tout le Tanakh. Et il a été nommé rabbin, grand rabbin de Bucarest, en Roumanie. Et toute la communauté était contente d'avoir un Talmid Chacham à ça. Mais il y en avait qui n'étaient pas contents. Et très rapidement, ils ont vu que ce Talmid Chacham, qui parle de beaucoup de choses, il sait de la philosophie, il sait également la Kabbale, et il sait également la Halakha, il sait également les Midrashim. C'est très bien, il parle très bien, mais il parle en yiddish. Il ne sait pas la langue de l'endroit. Et il est un peu mahmir sur les halachot. C'est un orthodoxe. Nous, on veut quelqu'un qui nous permette de nous introduire dans la société générale dans laquelle nous vivons. On ne veut pas d'un rabbin de ce genre-là. Et ils ont fait du lachon hara, de la médisance. Ils sont allés voir les autorités locales et finalement, ils ont même se sont comportés véritablement d'une manière aberrante, d'après ce que le Rav Zaks nous raconte. Et le jour de Purim, lui ont envoyé Mishloach Manot, comme ça se fait. Mais dans le Mishloach Manot, ils lui ont envoyé du porc. Et il lui dit, voilà, bon appétit, monsieur le rabbin.
participer avec nous dans nos gueuletons. Et finalement, ils ont clafté et ils sont allés voir les autorités qui ont mis le Malbim en prison. Et finalement, il a été libéré sous caution et renvoyé au milieu de la nuit de l'autre côté de la frontière sans rien du tout et sans sa famille ni rien du tout. Autrement dit, il y a des fois où les discussions montent et s'énervent d'une manière terrible et dangereuse et des discussions quand à l'intérieur du peuple juif, on ne sait pas régler les problèmes, on va voir le paritz, on va voir le goy pour que lui nous règle la question. Et j'insiste là-dessus d'abord parce que c'est la paracha et parce que tous les chachamim, chacun selon son style et sa manière de parler, et parle de cela, mais également parce qu'on arrive la semaine prochaine à Yom HaAtzmaut et on va y arriver lorsque la situation sociale, à mon avis, d'après ce que je vois en Eretz Israël, aujourd'hui, est arrivée à une manière de discussion et de dispute qui casse tout le système finalement. Si le Rav Shimshon Raphaël Ish nous dit que pour rentrer dans la société, il faut accepter les lois et les normes de la société, eh ben, on est arrivé maintenant à un moment où on accuse les juges et on remet en question tout le système juridique et on ne sait plus si on peut accuser ceux qui ont le le mérite, mais également l'obligation de servir dans le gouvernement. Est-ce que s'ils font des failles, est-ce qu'on peut les juger? On ne peut pas les juger. Est-ce que tout est permis? Est-ce que tout est interdit? Est-ce que et c'est pas seulement dans ce cadre-là qui est aujourd'hui dans les Hadashot, mais d'une manière générale, la gauche et la droite, ceux de Kaplan et ceux des collines de Yehuda et Shomron, et la manière dont cette discussion-là est parlée et prise, à mon sens, elle est dangereuse, et j'entends, ça arrive à mes oreilles, des menaces véritablement corporelles. Ceux-là, il faut les renvoyer, il faut les tuer même, des expressions qui sont inacceptables et ça semble aller, on se rappelle ce qui s'est passé à Yom Kippour il y a 3 ans maintenant, 2 ans et demi, avant oui, Tafshin Pe Gimel, et on avait l'impression que ça a été corrigé pendant la guerre avec l'enrôlement et les mitnadvim qu'il y avait et la participation générale, mais il semble que vers l'année de Prirot que nous aurons très prochainement, on va arriver à une situation de dispute et de discussion qui risque de mal tourner. Et je m'excuse si j'ai si j'ai insisté là-dessus, mais j'ai le sentiment qu'on n'en parle pas assez et que ceux qui doivent nous faire des remontrances et de la morale comme Rashi ou comme le Cheskouni ou comme la Barbanel ou comme Rav Shimshon Raphaël Hirsch ne le font pas. Et alors moi, Katan Israël, j'ai pas le choix. Comme disait le Rav Kook, c'est pas que j'ai la force de parler, mais j'ai pas la force de me taire. Et donc, זהו, שנזכה ליום חג עצמאות שמח. Amen. Et moi, je voulais te dire, Michael, le bois de cèdre, enfin moi, je l'utilise souvent en huile essentielle. Il est antimite, donc tu peux en mettre comme ça sur un peu de bois de cèdre, quelques gouttes, et dans les placards, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Antimite, il est antimite, les mythes. Ah, Tu sais, ceux qui... Je sais pas comment ça se dit en hébreu. oui, ok, oui. Voilà, donc c'est l'huile essentielle de cèdre, ouais. C'est très connu, ça. D'accord. Mais comment on peut relier ça avec Eh ben justement, la paracha? puisqu'on parlait de vie, mais là, je parlais surtout d'odeur. Ah, pour l'odeur, Ça d'accord. répulse les mythes, D'après le cèdre. c'est l'optique de Abarbanel.
Ah Ça, oui, ouais, voilà. ça renvoie à tous les... Très bien, il a fait mode. Oui, Oh, Vacances. bonsoir. un instant, Je Claude souscris Frink, tout oui. à fait à ce que vous venez de dire. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que les commentateurs ont tous recherché quelles étaient les causes qui ont amené l'individu à se retrouver dans cette situation de Metzora? Mais le texte ne le dit pas. Le texte, je trouve, et c'est sa force, il constate qu'il y a des gens qui se sentent mal. Metzora, ils Oui. sont dans une dépression. Et alors, ce qui est intéressant, je trouve, ce n'est pas de rechercher quelle est la cause, bon, pas en rapprochant avec Myriam et tout ça, mais de voir comment la société doit les traiter. Et moi, je vois dans le processus qui est décrit 3 étapes qui sont toujours valables. Un, c'est le Cohen qui s'occupe de lui et qui décrète, c'est pas l'homme politique, Ou le c'est pas médecin. le journaliste, c'est une autorité religieuse qui l'examine et qui reste en contact avec lui. Deuxièmement, il l'examine et il l'examine dans le temps. Il voit l'évolution. Et c'est pas une fois pour toutes, mais la situation peut évoluer. Elle est sous contrôle, surveillance. Troisièmement, bon, il est exclu à un moment. C'est le, c'est le prêtre qui l'exclut de la société, mais il y a en même temps la possibilité de la réintégration. Nachon Donc, מאוד. le processus est intéressant parce il dit comment on traite l'autre vis-à-vis d'un autre et un autre qui est différent et un autre qui est malade. Oui, il a fait מאוד, vous avez absolument raison. D'ailleurs, il y a la lettre aussi des vêtements. Et il y a la lettre aussi du bâtiment. Et lorsqu'on arrive à un stade où c'est ce qu'on appelle mouchlat, c'est-à-dire, oui, il y a effectivement la lèpre, et alors lorsqu'il s'agit des vêtements, alors on les brûle. Lorsqu'il s'agit des bâtiments, on détruit. Et c'est fini. Mais quand il s'agit d'un homme, il y a toujours possibilité de réhabilitation, de chazara, de revenir, et on est intéressé, Veyatsa Kohen, El Michutz la Machane. Le Kohen sort du camp pour aller chercher celui qui a fait faille. Et oui, vous avez absolument raison. Mais il y a aussi cette exclusion en premier stade. Celui qui, des fois, c'est critique, et des fois, oui, c'est si grave qu'il faut exclure de la société, pas totalement, mais, mais quand même. Il est mis en quarantaine, il est mis en... C'est Toda. souvent le Il faut Cohen qui aussi, s'occupe de ça, puisque même quand quelqu'un tue quelqu'un, il est obligé de se réfugier dans des villages de refuge et on attend que le Cohen. Et ça Enfin, aussi, c'est le Cohen. oui. Oui, c'était les villes de refuge, c'était des villes où la religion était plus mise au centre de la chose. C'était les Il n'y a villes de pas de Lévi. médecin. Il n'y a pas de médecin dans toutes ces histoires. Il n'y a pas de Et, médecin, il n'y a pas de spécialiste, il n'y a pas de dermatologue, il n'y a pas de laboratoire. Tout est fait, non, dans le sens spirituel. oui, Pour oui. moi, ça me montre que c'est une histoire spirituelle. Il y a un gamme dans la société qui fait qu'on dégénérait, on fait quelque chose comme ça. Parce que sinon, on se dit, bah, tu vas chez le dermatologue et puis il donnera une potion. Oui, non, mais il s'agit effectivement d'un. En tout cas, c'est comme ça que nous l'expliquons. Oui, ça se présente sur une plaie corporelle, mais c'est en fait un symptôme d'un problème spirituel, Psychosomatique. moral, social, et les rapports entre les deux est évident dans le judaïsme. Entre le spirituel et le matériel, un influencent l'autre, et si on veut une société stable et saine,
et elle doit être dans toute... Et c'est seulement en dermatologie. Parce qu'après, pour les cancers du poumon et les cancers du foie, on n'appelle pas le prêtre. Non, c'est pas des blagues. C'est Oui, seulement la mais la peau. Torah ne parle pas de cela. Non, parce qu'on voit ce qu'on voit de dehors, en dehors de notre corps. Tout ce qui est rapport à la médecine n'est pas intéressant pour la Torah. Il y a des spécialistes pour ça. Et Rambam était médecin, un grand médecin, il a parlé de Oui, ça mais c'est aussi. pour ça qu'on parle ici Oui, sur la peau, c'est parce que ça apparaît à l'extérieur. Mais Ça c'est se tout. voit. נכון. תודה רבה. Merci Toda beaucoup. Bon rabba, תודה. Shabbat voyage. shalom. תודה Merci Bon רבה, שבת voyage. beaucoup. שלום. Shabbat Et Shalom. Chodesh Tov. Chodesh Chodesh Tov et Tov, à si on se voit bientôt. dans un mois, alors on se reverra dans un mois, peut-être que pas, je ne sais pas ce Bon qui Tu va se nous parleras un voyage. petit peu japonais. Bon. Hein, moshi moshi. Moshi. passer. Bonne Merci nuit. beaucoup. Bon כל voyage. טוב, שבת שלום. Shabbat shalom, les חודש amis. טוב Sayonara. ושמח. D'accord. שלום, שלום. Shalom Ouvracha. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.